Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée? Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïdes. Chapitre 12. Des systèmes économiques. Vers une organisation familiale. Depuis toujours, s'abriter et abriter sa famille demeure une nécessité. C'est un besoin normal et naturel au même titre que boire et manger. La question du logement devient un problème lorsque les conditions économiques sont défavorables. C'est également vrai pour le travail et sa rémunération. En fait, l'un dépend de l'autre généralement. Une organisation sociale normale de la société humaine a pour objet et pour plan de décider des arrangements pour l'avantage pécuniaire et pour l'amélioration des conditions sociales et familiales de ses membres, en réunissant un montant suffisant de capitaux, afin de mettre en pratique les projets suivants. L'établissement de magasins pour la vente des aliments, des vêtements, des loisirs, etc. Construire, acheter ou édifier des maisons destinées aux personnes qui désirent s'aider mutuellement pour améliorer leurs conditions domestiques et sociales. Commencer la manufacture des produits que l'organisation sociale jugera nécessaires pour l'emploi des membres qui se trouveraient sans travail ou qui auraient à souffrir de réductions sur leur salaire. Pour procurer aux membres de cette organisation un surcroît d'avantages et de sécurité, les différents acteurs sociaux devront mettre à disposition des terrains qui seront cultivés par les personnes qui se trouveraient sans emploi ou dont le travail serait mal rémunéré, etc. La coopération est un vaste mouvement d'organisation économique et sociale. Les conditions de vie ne doivent être déplorables pour aucun des acteurs de la société humaine, ni pour ceux qui sont exclus d'une participation, pour quelque raison qu'il soit. Il est primordial que chacun puisse avoir des conditions de vie décentes avec un travail et un logement de bonne qualité. L'accès à la propriété peut devenir un gage de bon élément social par la perspective de transmission du patrimoine. La coopération permet d'obtenir des tarifs et des financements préférentiels. La participation active à une partie des tâches de fabrication permet aussi de diminuer les coûts de production. L'autoconstruction individuelle, mais surtout collective demeure le meilleur moyen de participation active, dans le domaine de la construction de son logement.
La coopération permet de pallier la faiblesse des revenus par des implications personnelles dans les travaux de construction et par une organisation commune du travail. La formule « apport-travail » suffit à convaincre que le succès de ce type d'entreprise dépend de la motivation des coopérateurs et de la rapidité du chantier. Dans le cas de ce modèle d'organisation, un règlement interne doit déterminer différents points à respecter et notamment celui du temps de travail effectif sur le chantier d'élaboration des structures. Il peut s'agir des structures de création de logements, mais aussi celles de réalisation des diverses infrastructures liées directement ou indirectement aux conditions économiques optimales de la vie en société. La répartition des tâches se fait en fonction de chaque compétence. Après qu'un modèle de financement a été établi, il convient de déterminer les technicités indispensables et le choix des matériaux. Des compétences extérieures pourront, le cas échéant, être utilisées. Une assurance, risque chantier, à tarif de groupe, devra être souscrite. Si l'attribution des secteurs économiques est distribuée en fonction des compétences, celles des logements réalisés doivent se faire par tirage au sort. Une rémunération des compétences particulières peut être envisagée. Un budget prévisionnel de financement doit être défini avec rigueur. Il doit pouvoir être supporté par la collectivité, à partir d'éventuels emprunts. L'apport financier estimé de la main-d'œuvre de coopération devra être supérieur à 50% du coût global des réalisations. Une étude d'intégration des implantations sur site sera très rigoureuse et respectueuse des modèles d'implantations existants. Elle doit permettre une parfaite convivialité afin de former une communauté idéale. Une entraide généralisée favorise une saine fraternité et convivialité entre les divers protagonistes de ce type de réalisation et d'organisation. Cependant, la solidarité dans la réalisation des travaux est toujours difficile à programmer, en fonction des aptitudes de chaque personne. Il n'y a pas beaucoup de place aux individualités dans ce modèle organisationnel. L'entraide collective doit pouvoir perdurer après la réalisation des ouvrages. Il est également indispensable de pouvoir concilier les modèles en autoconstruction avec les loisirs et les impératifs familiaux. Construire soi-même sa maison nécessite beaucoup de courage et de motivation. Cela permet certes de réaliser une grosse économie dans la main-d'œuvre, mais également d'apporter une certaine fierté chez les autoconstructeurs. Les associations de castors permettent encore cela aujourd'hui, pour tous ceux qui sont motivés et décidés. Elles continuent leur restructuration en tenant compte de l'évolution de la nature des travaux des adhérents et de la conjoncture. Depuis leur naissance, les castors sont les premiers autoconstructeurs de maisons individuelles en France. Des associations régionales de castors étudient chaque projet pour y apporter un maximum de compétences. L'autoconstruction en modèle collectif exige une authentification des habitats, contrairement à la construction individuelle plus soucieuse des impératifs de choix de vie personnalisés. Ce sont les moyens économiques, d'abord, et les exigences particulières de chacun qui permettent une option par rapport à l'autre. En revanche, la construction collective permet une meilleure cohésion sociale allant à l'encontre d'une démarche plus égoïste ou prétentieuse. Les petits groupements collectifs favorisent mieux encore la fraternisation et la cohésion sociale. Le côté psychologique de la démarche est particulièrement valorisant dans les deux cas d'une démarche d'autoconstructeur. Cette démarche doit être inhérente au choix de vie de chacun. Des modèles de fonctionnement. Pour comprendre le fonctionnement économique actuel de la société humaine, il suffit d'utiliser un jeu de société, appelé-le Monopoly. Il convient tout d'abord de préconiser que 100 personnes se réunissent autour d'une table munie du jeu de Monopoly pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Le jeu du Monopoly est doté d'une piste ayant la faculté de définir différents chemins de vie, avec ses chances, ses risques, ses embûches et ses destins. Chacun des concurrents aura les siens spécifiques, qui se détermineront en fonction des propres aléas du jeu, définis par un lancer des dés. Le hasard établira donc ainsi le destin de chacun. Pour pouvoir le faire fonctionner, un des participants devra prendre la banque en charge. Le jeu ne peut commencer qu'après une distribution monétaire d'un montant égalitaire.
La finalité de ce jeu consistera alors à ce qu'un seul concurrent, le plus chanceux et aussi le meilleur stratège, de pouvoir remporter la partie, après avoir progressivement éliminé tous ses adversaires. Il aura donc le privilège de s'octroyer la totalité de la masse monétaire, d'abord engagée par la banque, au détriment des concurrents plus malchanceux ou moins vertueux que lui. La même situation se vérifie aussi dans la vraie vie. 1% de la population s'est dorénavant accaparé les 99% du volume monétaire engagé par les banques, et pourtant préalablement prévu pour les échanges des biens et des services entre les individus. Il ne resterait ainsi plus que 1% du volume monétaire global préalable, permettant des échanges de biens et de services entre les 99% de la population. La société humaine ne peut évidemment pas fonctionner dans de telles conditions économiques. Et c'est pourtant sur ce modèle que la société s'est orientée et continue à fonctionner. C'est de cette manière que les plus riches de ce 1% parviennent à s'enrichir toujours davantage, pendant que les plus pauvres se marginalisent progressivement. Tout comme dans le jeu de Monopoly, des parties importantes de la population sont retirées du circuit économique, selon les aléas de leur vie. Est-il possible de modifier une telle situation ? Certainement, mais avec un autre modèle d'organisation économique. Le collectif économique local autonome permettrait d'établir un modèle différent, mais complémentaire. Il consisterait en la réalisation d'un circuit économique situé en dehors de l'inflation monétaire. Sa règle du jeu, comme au Monopoly, est d'octroyer un apport équitable de départ, dès l'inscription de chacun de ses adhérents. Elle est ensuite établie sur la base d'un taux horaire de coopération. Un apport est donc d'abord octroyé, comme au Monopoly, sur la base d'une personne effectuant 20 heures par semaine pendant 4 semaines par mois, soit 80 heures. Une comparaison horaire indicatrice de valeur peut équivaloir à 50 € de l'heure, comme première base. Rappelons, à titre indicatif, qu'un garagiste facture son heure de travail à partir de 60 €. Après la première dotation, à l'inscription des adhérents, les dotations suivantes se feront au prorata des horaires effectués pendant le mois, avec un maximum de 20 heures par semaine, pour 4 heures par jour sur 5 jours, pendant 4 semaines par mois, au titre de la coopération. Sa comptabilité consiste à simplement enregistrer les dettes de chaque adhérent. C'est beaucoup plus simple et rapide que d'enregistrer des transactions monétaires, illicites, de surcroît. Le plein emploi apparaît désormais comme le symbole d'un passé révolu. Les machines intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en passe de remplacer l'humain, tandis que l'essor des algorithmes contribue à une automatisation croissante du travail. La prochaine cible de cette 4e révolution industrielle sera les cols blancs, qui sont au centre de la classe moyenne. Le revenu de base serait certainement plus avantageux pour l'ensemble de la société humaine. Il permettrait, entre autres perspectives, de repenser la notion du travail et celle de sa justice sociale. Il demeurera utopique et inacceptable dans le niveau actuel de moralité. Il ne pourra exister qu'accompagné d'une démocratie directe par tirage au sort des dirigeants, révocable, et le vote des lois par référendum populaire. Un jeu évocateur. Quel serait donc le but du jeu de Monopoly ? Il enseigne d'abord qu'il est indispensable d'acquérir continuellement des biens et des services, pour pouvoir gagner et montrer ses propres compétences, d'abord liées à des conditions d'opportunité favorables. Il établit le dogme que l'argent et la possession sont les seuls moyens d'établir sa suprématie. La réussite individuelle et collective doit passer par la possession. Il apprend surtout à devenir impitoyable, pour pouvoir asseoir sa suprématie. Il apparaît également indispensable de contourner les règles du jeu, pour pouvoir devenir le meilleur, il faut être absolument impitoyable. Seulement, ce qui apparaît plus évident encore, c'est qu'à la fin de la partie, rien n'appartient à personne. Le jeu retourne dans sa boîte. Il en va de même dans la vie. Absolument rien de tout ce qu'on a convoité et obtenu, consommé ou amassé, ne nous suit, en fin de compte, même pas, notre enveloppe corporelle. Tous les objets de convoitise existaient avant notre arrivée et continueront à exister, après notre départ.
La promotion, la propriété, tout ne serait qu'un leurre provisoire. Tout finit par s'évanouir. Si l'on connaît le chemin que nous avons parcouru, nous ignorons quelle est son origine et nous ne savons pas où il se dirige, puisque nous le quittons en route. À l'évidence, quel que soit notre effort pour assouvir notre ambition, il ne sera jamais suffisant. L'ambition, elle, n'a pas de limite. Il est donc essentiel, dès le départ, de savoir ce qui nous importe le plus à concrétiser. Les dirigeants des entreprises jouent continuellement au Monopoly. Plus elles deviennent importantes et plus leurs dirigeants deviennent intransigeants. Ils utilisent les mêmes règles du jeu que celles du Monopoly. Leur identité est devenue la mondialisation financière. Leur parti est simplement une guerre économique des nantis contre les démunis. Ils essaient, par tous les moyens mis à leur disposition, de transgresser les règles, afin qu'ils deviennent toujours plus conquérants. La plupart des dirigeants des autres organisations agissent aussi, de la même façon. Les autres acteurs de la société, s'ils ne sont pas capables d'y mettre des freins, par cupidité ou par dévoiement, ne pourront qu'observer, sans ne pouvoir jamais intervenir sur les dérives des principaux responsables économiques. L'expansion monétaire joue le même rôle inflationniste. Celui qui est chargé de tenir la banque, dans le jeu du Monopoly, peut établir ses propres règles du jeu. Une guerre économique peut, à partir de décisions bancaires, être mise en œuvre, à l'encontre des acteurs économiques. Pour parvenir aux résultats escomptés, des États n'hésitent pas à utiliser des stratégies de guerre à l'encontre d'autres États. Et aussi, la suppression physique de personnes qui tenteraient de leur barrer la route. Ces stratégies sont souvent mises en œuvre lorsqu'il y a un constat de déclin évident, qui est compensé par des attitudes féroces d'hostilité pour la survie. Les crises sont provoquées volontairement. Il s'agit de connaître la mise en place de stratégies et de savoir comment elles sont mises en place. Pourquoi les oligarchies gèrent-elles les situations de cette manière? Les classes dirigeantes établissent une mise en œuvre de la centralisation du pouvoir. Or, si l'on examine leur gestion, des situations qui se présentent, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de perspective logique, à long terme, y compris pour leurs propres intérêts. S'agirait-il alors d'un complot? Serait-il sioniste, maçonnique, ou tout autre? Il y aurait effectivement des conspirations qui peuvent être mises en évidence. Il y a, à l'évidence, des groupes de pression, des lobbies. Il y a aussi, à l'évidence, des intérêts particuliers secrets, dissimulés, agissant dans l'ombre, qui pourraient expliquer ce modèle caractéristique de fonctionnement. Qu'il existe un lobby pro-Israël, à travers le monde est une évidence. Que ce lobby agisse, en coordination, même partielle, avec le très haut niveau financier, est également une évidence. La conspiration, autour de l'oligarchie juive, même si elle était avérée, ne pourrait pourtant pas être le facteur explicatif principal. Une autre hypothèse est celle du complot des hyper-riches. Les milieux de la haute finance pourraient effectivement être suspectés. Ils sont bien là, au devant de la scène. Ils savent prendre les décisions, leur permettant d'imposer leur volonté. Il y a ainsi de nombreux réseaux particulièrement influents. Le problème qui se pose alors, c'est que tous ces réseaux apparaissent ne pas pouvoir s'unir pour un complot planétaire, alors qu'ils sont en concurrence, les uns avec les autres. Comment pourraient-ils constituer un groupe, d'une telle homogénéité, alors que leurs centres d'intérêt respectifs sont, apparemment, extrêmement divergents? Au sommet de la pyramide financière se trouve ce qu'on appelle l'hyperclasse. Elle possède la majeure partie des richesses de la planète. Il apparaît alors extravagant que cette oligarchie, dans différents pays, puisse s'accorder ensemble. Les unes utilisent l'industrie, les autres les placements financiers. Leurs intérêts particuliers apparaissent, à l'évidence, divergents. L'homogénéité de ces milieux, qui sont puissants, semble incompatible. En fin de compte, est-il possible de déterminer quelles sont les stratégies de ces groupes dont la logique de manœuvre est d'abord la manipulation? Bien évidemment, leurs actions provoquent les catastrophes économiques que l'on sait. Qui est donc derrière toutes ces manipulations, derrière tous ces mécanismes aberrants? La réalité de tout cela est particulièrement surprenante.
Il convient d'observer que la société humaine fonctionne à partir d'une logique globale, elle-même établie à partir des logiques individuelles. De la même façon qu'une structure humaine fonctionne, en relation, avec des modèles énergétiques. Ces modèles qu'elle s'approprie, en globalité, fonctionnent aussi, à partir des sources d'information, dont dispose également, en globalité, la société humaine. Il y aurait donc un cerveau global de cette société, qui serait chargé de décider, comme il y a un corps global qui est chargé de recueillir les énergies dont il a besoin pour s'épanouir. Le fonctionnement du cerveau global serait donc chargé de fabriquer un sens commun partagé. Il est alors facile à comprendre, quand on examine des populations, qu'elles sont capables d'adhérer à un effort de guerre à l'encontre de ses voisins, envers lesquels elles n'avaient, a priori, aucune animosité. Cette extravagance n'est admissible qu'à la suite d'un endoctrinement des masses populaires. Le cerveau global passerait son temps à coder le réel pour fabriquer une nécessité, à l'initiative. C'est ce processus de codage qui implique les valeurs attribuées par le matérialisme. C'est ce qui explicite, aussi, le modèle particulier du processus de construction de l'impérialisme. L'impérialisme s'appuie sur une nécessaire implication globale, totalement indépendante, des volontés individuelles. Tout simplement, après analyse des processus globaux du fonctionnement de la société humaine, on se rend compte qu'une partie du cerveau global, évoquée, se serait déconnectée de l'ensemble. Le fonctionnement de cette portion du cerveau global devenant totalement aléatoire et incontrôlable devient, tout simplement, problématique. Le système de fonctionnement du cerveau global est arrivé à des contradictions insupportables, qu'il ne parvient plus à gérer logiquement. C'est à cause de cette situation ubuesque que le système de caste instaure des riches, toujours plus riches, et que ceux-ci s'enorgueillissent de la précarité qu'ils ont provoquée chez les pauvres. Leur orgueil se nourrit alors de cette ambivalence qu'ils provoquent et entretiennent. Ils s'enorgueillissent notamment de provoquer, volontairement, du désir de consommation chez ceux dont ils savent à l'avance qu'ils se trouvent dans l'incapacité totale de pouvoir accéder aux produits de consommation qui leur sont présentés. Les dégradations des conditions de vie des castes ainsi défavorisées, dans l'organisation humaine, s'accentuent pendant que les richesses des riches continuent à augmenter. La conséquence de cette situation est évidemment une dégradation sociale, totalement injustifiée, pour une société humaine, qui devrait considérer l'humain, égalitairement. Notre système social fonctionne à partir d'une précarité maximale, afin que des profits toujours plus conséquents puissent être continuellement engrangés. Les entreprises multinationales appliquent le dégraissage pour licencier un maximum de travailleurs avec un minimum de coûts. Il apparaît ainsi évident que les entreprises n'ont pas pour objectif de procurer du travail, mais de procurer du profit. Il s'ensuit une réaction en chaîne, des concurrents qui s'ingénient à appliquer immédiatement la même stratégie. La logique qui découle de cette situation, c'est qu'en fin de compte, ces entreprises multinationales, qui appauvrissent volontairement les populations, n'ont plus de débouchés pour pouvoir vendre leur production. Les personnes qui ont perdu leur emploi ont perdu leur source d'approvisionnement économique et ne peuvent donc plus consommer. Ce système, totalement démentiel, crée, lui-même, sa propre crise. Un tel paradoxe exigerait des explications. Ce système, qui volontairement, ne veut pas d'une redistribution équitable des ressources, met en place des situations de subterfuge qui, provisoirement, vont lui permettre de continuer à prospérer. La conséquence de cette situation est une exportation massive de capitaux monétaires vers les pays détenant d'énormes ressources naturelles afin d'aller les leur piller. Cela crée, bien évidemment, des conflits économiques et des guerres ou guérillas locales. Il s'agit, en fait, d'une stratégie du chaos. Et la contradiction perdure, entre une élite locale corrompue par le pouvoir économique qu'il a installé, et la misère engendrée par le système. Une pauvreté massive, toujours grandissante, si elle se révoltait serait très sévèrement réprimée. Égard à celui des gouvernants, généralement mis en place par le pouvoir économique, qui refuserait d'obtempérer, en prétextant vouloir faire participer sa population à une nouvelle manne économique en gestation.
Les règles du jeu, instaurées par le pouvoir, ne peuvent pas être transgressées. Chacun doit rester à la place qui lui a été octroyée. Aucun pays ne doit pouvoir acquérir une économie autonome, de ce fait, où que ce soit, sur la planète. Et s'il y a la possibilité d'instaurer ou de favoriser un totalitarisme exubérant et fanatique, accompagné par du chantage, cela ne sera que mieux. Diverses stratégies sont ainsi mises en place, pour une domination économique du monde. Toutes les alliances qui seraient contraires à cette stratégie seront, évidemment, violemment combattues. Diviser les concurrents est aussi efficace que de les combattre directement. Il leur suffit d'organiser des zones de conflit. Les dominateurs participent ainsi à la même stratégie d'organisation du chaos. Lorsqu'un pays ne peut pas être contrôlé de façon efficace, il suffit de le faire détruire pour pouvoir enfin le contrôler. Il n'est pas indispensable de nommer les belligérants pour comprendre qui manigance en arrière-plan. Toute cette stratégie est obligatoirement accompagnée d'un endoctrinement systématique par les moyens d'information, à la solde du pouvoir central. Tout est parfaitement sous contrôle, y compris la désinformation systématique et le bourrage de crâne. Cette situation narcissique est observable dans tous les secteurs de notre société humaine. Chacun se réjouissant d'être capable d'obtenir ce que son voisin n'a pas, ou plus, la possibilité de s'octroyer. On peut ainsi expliquer et comprendre quels sont les processus intellectuels des oligarchies dirigeantes. Elles établissent, tout simplement, un codage social leur permettant de continuer leur processus oligarchique. Il s'avère que ce processus est, en fait, un cas de psychopathologie collective qui s'appelle la paraphrénie et qui est une sorte de psychose chronique. Tous les dirigeants économiques ayant établi leur fortune et leurs dictats en sont obligatoirement atteints. Cette pathologie a pour conséquence de déconnecter les décideurs de l'avenir de la société humaine, et de toute logique d'approche d'un développement social, des personnes n'appartenant pas à leur tribu. C'est tout simplement l'approche d'une situation d'autodestruction. C'est donc vers cette logique de psychopathologie collective, que sembleraient s'acheminer les oligarques qui nous dirigent. Cette situation pourrait avoir pour conséquence une implosion du système économique, lui aussi largement globalisé qui pourrait entraîner l'espèce humaine dans le plus grand dénouement de son histoire. Des stratégies de jeux économiques. Dans le jeu du Monopoly, la banque est tenue arbitrairement par un des joueurs. Il a le droit d'établir ses propres règles de distribution de l'argent dont il dispose ou qu'il peut créer. Dans l'organisation de la société humaine, chaque État établit ses règles de distribution de sa propre monnaie, par les banques chargées de la créer. Plus encore, que dans le jeu de Monopoly, qui rappelons-le a été créé pour mieux faire comprendre les modèles de fonctionnement d'une organisation sociale capitalisée, les États possèdent généralement un système bancaire particulièrement opaque. Lorsque la stratégie bancaire n'est pas visible, les règles sociales sont complètement faussées. Il n'est plus possible de comprendre comment la société humaine fonctionne. Le rôle de la banque, dans le jeu de Monopoly, qui est le reflet du fonctionnement économique et aussi des aléas de la vie pour chaque participant, est d'attribuer des prêts aux différents acteurs sociaux afin d'organiser un bon fonctionnement social, où, en finalité, il ne reste plus qu'un seul joueur. Si le fonctionnement de la banque est caché, plus personne, à part le banquier, n'est en mesure de connaître qui sont et où sont les acteurs sociaux. C'est évidemment la porte ouverte à tous les abus, facilement identifiables par ailleurs, comme dans le jeu, mais il ne s'agit plus de jouer. Pendant que quelques-uns s'enrichissent, et c'est bien sûr au détriment des autres acteurs sociaux qui ne peuvent même plus subvenir à leurs propres besoins ni même à se nourrir dignement. Un seul protagoniste s'accapare la totalité de la masse monétaire censée être mise à la disposition de l'ensemble des acteurs sociaux. Comme dans le jeu du Monopoly, le bon fonctionnement du système économique s'arrête, faute de participants. Le crédit productif public doit être assuré par une gestion collective. Pourquoi ? À cause d'une économie dégradée par l'absence de volonté politique de soutenir l'économie réelle. En raison du soutien aveugle de l'économie financière, au seul profit des élites, en leur permettant de détruire le travail et les monnaies.
Par la difficulté de soutenir des projets économiques respectant l'humain et voulant donner un avenir pour les générations futures. Par la difficulté de crédibiliser les idées nouvelles à cause de l'interdépendance à l'euro et par conséquence indirecte au dollar, par exemple en Europe. À cause du peu de gens qui veulent s'engager de peur de perdre ce qu'il reste de leurs économies. Par la difficulté sociale qui contraint à des obligations financières et à la notion de possession et qui donne un pouvoir illusoire. Par la difficulté à la résistance de pouvoir s'organiser par manque de moyens monétaires. Comment ? Par une gestion au principe de la « banque des pauvres » avec un compte bancaire qui serait une vraie propriété privée avec des frais très limités, où l'humain serait prioritaire. Par des crédits où il y aurait des taux d'intérêt limités au fonctionnement de la banque. Pour que chaque client ait à l'ouverture d'un compte d'épargne sociale dans la banque. Pour les professionnels, la création de commissions pour la demande de financement avec la présentation de projets. Où des règles devront tenir compte des critères définis en fonction des métiers et des besoins. Pour la création de moyens permettant de relancer l'économie sans avoir la gangrène de l'économie actuelle. Par un outil pédagogique afin de faire comprendre le principe économique monétaire. Par une méthode permettant de coordonner tous les systèmes d'échange sous forme de base de données des réseaux sociaux. Chaque compte bancaire ouvert donnerait un compte en monnaie intermédiaire. Par la création d'une monnaie intermédiaire et indépendante. Créer un site pour la banque et former une équipe de gestionnaires, de comptables, de conseillers juridiques, de secrétaires, de créateurs de monnaie, de gestionnaires des monnaies locales, et de toutes les compétences nécessaires. La création d'une monnaie complémentaire locale. Les monnaies locales sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Face à la désertification des petits commerces, à la délocalisation, au chômage, ou encore à la perte de liens sociaux, la monnaie peut être un moyen de se réapproprier l'économie et de la rendre plus humaine. En effet, la monnaie locale permet de construire et de préserver l'intégrité d'un territoire et de s'ouvrir aux autres en échangeant ses acquis sans se mettre en danger. Le but n'est pas de concurrencer la monnaie nationale, mais de créer une monnaie complémentaire qui puisse pallier les déficiences du système monétaire actuel devenu incontrôlable, en ces temps de crise économique. Comment ? 1. Constituer le noyau des fondateurs, en veillant à avoir dans le groupe au moins un professionnel dans un secteur d'activité répondant à des besoins courants, afin de pouvoir offrir dès le départ un lieu où le paiement en monnaie locale est accepté. 2. Rédiger la charte, elle précise le but et l'esprit du réseau. Elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisée. Créer une plaquette d'information simple et conviviale. 3. Définir le cadre légal, la monnaie doit circuler entre des acteurs socio-économiques qui sont prêts à incarner les valeurs et les objectifs de la charte. Ils doivent donc être adhérents d'un groupe identifiable. Les membres du collectif sont a priori les cadres les mieux adaptés. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie nationale. Une unité de monnaie complémentaire vaut 1 euro. Elle est légale si elle est en conformité avec l'article L521-2 du Code monétaire et financier, qu'elle est confinée à un territoire restreint et ne concerne qu'un éventail réduit de biens et de services. La monnaie complémentaire doit avoir une dimension sociale et solidaire servant à financer des projets sociaux. La monnaie locale permet de payer des transactions entre particuliers et entreprises et entre entreprises. Elle doit favoriser la prospérité économique locale. Elle n'est pas conçue pour concurrencer ou remplacer la monnaie nationale. Il s'agit d'une unité de compte de réseau, UCR. Ces systèmes sont tout à fait officiels et légaux. Le chiffre d'affaires réalisé en UCR est déclaré en comptabilité comme s'il s'agissait d'un règlement effectué avec une devise étrangère. La fiscalité du pays peut donc s'exercer normalement. La limite de cela est qu'une entreprise ne peut réaliser qu'une partie minoritaire de son chiffre d'affaires en UCR, faute de quoi elle ne pourrait plus faire face au paiement des taxes, salaires et charges sociales et frais généraux. Les systèmes d'échange locaux, CEL, ne concernent que les particuliers.
Les participants échangent des biens et des services, dans une unité de compte qu'il n'est pas nécessaire de posséder a priori. C'est la réalisation de l'échange qui crée la monnaie. La vraie richesse est dans le bien ou le service et dans la qualité de la relation. C'est un argent dont la provenance est basée sur l'égalitarisme de l'offreur et du demandeur, il décourage l'accumulation et encourage la coopération parmi ses usagers. Cette monnaie n'est qu'un outil d'échange qui permet d'éviter les contraintes liées au troc, il n'a ni valeur d'épargne ni valeur spéculative. Le compte de l'offreur est crédité du montant qui aura été convenu, la même somme sera débitée du compte du receveur. Préalablement, bien sûr, le groupe aura défini ce que représente l'unité, par rapport à la monnaie nationale par exemple, ou pouvant être convertie en une unité de temps. Un inventaire des offres disponibles est établi au sein de la communauté pour permettre aux membres de savoir qui fait quoi et qui offre quoi. Les échanges se font de gré à gré, les comptes y sont centralisés. Des expériences fondamentales ont donné naissance à un vaste mouvement de monnaie complémentaire de par le monde, estimé à plus de 5000 expériences en cours, de nature très variée, qui s'adressent à la société dans toutes ses composantes, particuliers, entreprises et collectivités locales. Dans la grande majorité des cas, elle vise à réintroduire dans l'économie du sens, des valeurs sociales et écologiques. La communauté qui décide de la mettre en circulation crée purement et simplement son unité de compte sans rapport avec ou sans convertibilité possible avec la monnaie nationale. On se trouve alors dans un cas de figure inverse à celui qui préside dans nos sociétés. En effet, contrairement au système économique dominant, il n'est pas nécessaire de posséder la monnaie pour accéder à un bien ou à un service. Cela ouvre naturellement de vastes horizons, mais on bute rapidement sur une question majeure, que représente cette monnaie? Le commerçant qui va la recevoir en paiement est-il satisfait? S'il est au cœur d'un vaste réseau qui lui permet de régler ses propres dépenses avec la monnaie complémentaire locale qu'il a encaissée, oui. Cela implique la réalisation d'un réseau assez vaste et diversifié en productions essentielles pour permettre une circulation fluide de la monnaie, dans la confiance, tout en vérifiant que c'est compatible avec la réglementation nationale sur la monnaie afin de s'engager en toute connaissance de cause. C'est ce cas de figure le plus courant en Europe. Pourquoi est-il courant ? Outre l'aspect réglementaire, choisir cette option ouvre la possibilité de démarrer l'expérience avec un réseau restreint, car les quelques prestataires professionnels ont alors la sécurité de pouvoir reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale. Principe général de fonctionnement. Tous les membres, personnes individuelles et prestataires professionnels se réunissent au sein d'un réseau identifié en officialisant leur adhésion. En signant la charte qui exprime les valeurs et objectifs du réseau, par cet acte chaque membre se dit solidaire de ses valeurs et objectifs. En faisant signer une convention de partenariat aux prestataires professionnels, dès lors que la finalité du projet revêt des valeurs sociales écologiques et éthiques qui proposent de poser des actes devant incarner progressivement ces valeurs, il est souhaitable qu'un tel document existe afin de rendre plus claire la contribution des entreprises à cet objectif commun. Les particuliers membres règlent leurs achats effectués dans les commerces et entreprises du réseau au moyen de bons d'échange en monnaie complémentaire locale. La masse de monnaie complémentaire locale en circulation est donc équivalente à la masse de monnaie nationale collectée. Plus tard, au fur et à mesure que le réseau grandit en nombre et en diversité, la monnaie locale tournera nécessairement mieux. Il a été constaté que la demande de reconversion en monnaie nationale de la part des professionnels diminue. Elle représente la possibilité de pouvoir offrir une amélioration durable du pouvoir d'achat des plus démunis, et celui de pouvoir mieux contribuer au soutien de projets locaux. Dans ce système, chaque entreprise reste libre de sa politique commerciale et décide de ce qu'elle rend disponible aux échanges à l'aide de la monnaie complémentaire. Elle peut reconvertir ses encaissements en monnaie nationale. Cette faculté est réservée uniquement aux entreprises. Les entreprises affiliées rendent visible leur contribution au réseau par un panneau indiquant qu'elles acceptent la monnaie complémentaire locale. Au départ, le plus simple est de lancer l'opération avec un seul moyen de paiement, la monnaie complémentaire, par le porte-monnaie électronique. En ce qui concerne les petits paiements,
par des paiements informatisés pour les échanges entre les entreprises. Il est à noter que les factures et les tickets de caisse s'établissent exclusivement en euros. C'est le paiement qui se fait en tout ou partie en monnaie complémentaire locale. Toutes les écritures comptables des entreprises sont passées en monnaie nationale. L'équivalent monnaie nationale et monnaie complémentaire est donc primordial. Les règlements en monnaie locale entre entreprises affiliées ne résultent ni d'une obligation, ni d'une décision unilatérale, mais d'une entente négociée soit sur un volume ou une durée, soit au coup par coup. Rappelons que le système pour être légal suppose que le chiffre d'affaires réalisé en monnaie complémentaire locale soit inclus dans les comptes de l'entreprise en monnaie nationale. Dans une étape ultérieure, lorsque le réseau se sera élargi, il conviendra de regarder comment faire évoluer les moyens de paiement et la gestion pour faciliter les échanges à tous les participants. Vers des économies dirigées. Les cercles financiers dirigent les économies des entreprises et celles des États, ou plus précisément celles de leurs dirigeants. Chacun des cercles dirige un secteur d'activité précis. Chaque multinationale, chaque banque possède ses propres cercles. Chaque État possède les siens. Des intermédiaires, en relation avec quelques cercles, représentent d'autres cercles. Pour que chaque cercle puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de comprendre le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des transactions. Toutefois, un cercle mondial régit ces ensembles. La règle du jeu y établit un contrat à vie avec tous les protagonistes. Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa conscience entre parenthèses. Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun scrupule dans l'élaboration des actions ni de ressenti concernant les conséquences. Il s'agit d'un monde impitoyable dont personne, n'étant pas en relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne doit pouvoir avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission de gérer les actifs financiers des grands groupes économiques. Le but ultime de ces cercles est d'accumuler un maximum d'argent en un temps le plus court possible. La gestion de l'argent de ces professionnels ne consiste pas à organiser le système économique international. Il consiste à capturer un volume toujours plus important de devises. Ils appellent cela négocier des actifs. Cela consiste donc à gagner de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt. Pour que ces clubs fonctionnent normalement, il est également indispensable d'y pratiquer des commissions et des rétrocommissions. La naïveté et la conscience n'ont pas leur place dans cet univers inexorable. N'importe qui ne peut accéder à ce milieu. Chaque membre doit correspondre à un schéma psychologique déterminé. L'accès aux postes clés se fait par cooptation et parrainage, en fonction des compétences démontrées. La vision de la société humaine, de ces gens-là, ne correspond à aucune des considérations communément admises. L'implication personnelle doit y être et y rester totale. Le marché des échanges est un énorme système financier mondial où les États n'ont aucun rôle direct. Seuls, les responsables des cercles, par secteur, sont en capacité d'agir et d'interagir. Les modèles financiers des banques n'agissent que pour des clients. C'est, en fait, la législation internationale qui autorise les montages financiers permettant les transferts monétaires. Ces montages sont en conformité avec les organismes de réglementation, qui n'en connaissent pas leur fonctionnement. Ce sont ces montages qui permettent les évitements fiscaux en toute légalité et entre autres choses. Ce sont d'énormes masses d'argent qui transitent continuellement, d'un côté à l'autre, généralement en liquide, dénommé cash, pour pouvoir mieux les confondre dans la masse monétaire globale où elles sont réinjectées. La provenance en est éminemment douteuse. Elles sont issues des provenances les plus diverses. Parmi elles, il y a l'argent souterrain des pays boycottés, celui des blanchiments, de la criminalité et du terrorisme. L'informatisation permet aussi des montages obscurs. Il s'agit là aussi d'une règle du jeu. Ce sont les mêmes qui établissent les directives et qui établissent ensuite les règles d'évitement de ces mêmes directives.
Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres accords entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle. Et il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la totale ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seules, quelques personnes, habilitées, sont placées dans le secret. Ce sont elles qui interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants des États, mais aussi avec les représentants des organisations illégales ou terroristes. Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des représentants officiels, utilisent des collaborateurs, qui sont chargés de porter le chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur permet de rester totalement cachés dans leurs actions. Tout y est parfaitement compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir ce que l'autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement sanctionnée. Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée. Le sommet de la pyramide, qui dirige la planète monétaire, ne peut pas être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l'ombre. Ces responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident du sort de l'humanité. Corruption, fraude, guerre, manipulation, tromperie, satanisme, pratiques lucifériennes et pédocriminalité. Ils considèrent bénéficier d'une aide surnaturelle, dans leurs actions et de quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques, des historiens, des politiques bien sûr. Quant aux religions, c'est une autre histoire, mais cela se rejoint. Des connexions sont établies en fonction des connaissances de chacun sur chacune. C'est ainsi que s'établissent les transits monétaires en toute quiétude. Les différents acteurs se tiennent tous par la barbichette. Chaque acteur se devant de connaître les particularités adverses. Chaque action se fait à partir de la sûreté des renseignements obtenus. Les services secrets des États sont directement impliqués dans la quête des renseignements. Contrairement à ce que l'on fait croire aux opinions publiques, les services secrets n'ont aucun rôle concernant la protection des pays. Ces services sont des organisations criminelles, mis au service des puissants décideurs et sont chargés de la dissémination des armes et du déclenchement des conflits armés, partout sur la planète. Le principal objectif du cercle mondialisé est d'entretenir la misère parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques disposent d'énormes flux monétaires provenant des différents trafics découlant de tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État dans l'État. Le fonctionnement du milieu économique ne correspond à aucune image qui lui en est donnée officiellement. Son image n'est qu'une illusion. Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs finissent par rompre le contrat, pour diverses raisons. Parmi tous ceux qui se réjouissent du malheur qu'ils occasionnent autour d'eux, quelques-uns finissent par abandonner ce jeu de dupes. Il convient en effet de comprendre que les suicides quotidiens des agriculteurs, des petits commerçants et de bien d'autres acteurs dans tous les secteurs économiques et sociaux sont causés par les actions concertées de ces psychopathes sans scrupules qui établissent leurs règles du jeu. Ces situations dramatiques les réjouissent, bien au contraire. C'est ainsi, en décidant du sort de leurs concitoyens, qu'ils peuvent se considérer comme des êtres supérieurs. Cela va bien plus loin encore, car ils considèrent tous ceux qu'ils ont réussi à mettre en difficulté, comme des déchets de leur organisation. Ils n'étaient que des marchandises sans utilité. Ces intelligences supérieures doivent pouvoir décider du sort de chacun et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun des acteurs des différents cercles. Il consiste d'abord à ne jamais devoir révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni d'aucune des personnes instigatrices. Il s'agit du contrat de confidentialité qu'il est impératif de devoir respecter. La sentence étant bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie se doit d'apporter des gages de sécurité. Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des candidats. Des entraînements sont réalisés et qui correspondent aux divers degrés de responsabilité envisagés.
Pour pouvoir impliquer des personnes dans l'organisation, ces tests permettent une évaluation des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l'action, au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être compréhensibles avant d'y avoir accès. Par exemple, aucune des religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien de ce qui permet l'organisation conventionnelle de la société n'y est respecté. Parce que les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle mondial, n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience déficiente, tout leur est envisageable. Ils appelleraient cela la belle vie, avec des orgies de toutes sortes, et avec toutes les conséquences que cela comporte. Des rituels infanticides y seraient préparés dans des pays adaptés, sous le couvert du satanisme. Ces rituels serviraient à introniser les nouveaux adeptes. Le témoin se passerait entre les familles par générations successives. Ce n'est que très rarement que des candidats extérieurs puissent être intronisés. Des repentis auraient pu dévoiler les atrocités de ces psychopathes qui dirigent les systèmes économiques planétaires. Ils n'auraient plus pu supporter les mécanismes de soumission par le chantage organisé et l'endoctrinement. Il s'agirait donc bien d'un phénomène mondial parfaitement structuré, dans un monde complètement opaque. Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie commerciale permettraient de tout élaborer à l'avance, déterminé par le contrôle mental et la manipulation. Les populations sont considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être encadrés et orientés par des hordes de chiens féroces dans les directions souhaitées. Ce système et ces méthodes seraient utilisés à tous les niveaux de l'organisation de la société humaine. C'est en fait une superstructure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée qui dirigerait toutes les formes de délinquance en activité dans le monde. Le pouvoir central pourrait être installé à Rome. Chaque pays détient des représentants. Tout l'ensemble est très militaire. Le mécanisme établi de la survie des populations résulte d'une programmation élaborée sur la psychologie des masses permettant leur orientation. Les expérimentations humaines, ainsi que définies, porteraient sur des protocoles d'infiltration, de manipulation et de recherche en efficacité, tout particulièrement auprès de leurs enfants. Ces mécanismes seraient en corrélation avec les protocoles de Sion, qui auraient été établis par les Juifs et les francs-maçons, élaborés en Russie au début du XXe siècle, comme devant être un plan de conquête du monde. Sa conséquence en serait l'acquisition du pouvoir ultime, à partir de la complète désorganisation de la société humaine pour pouvoir aboutir à une autocratie globalisatrice. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l'éducation et la culture, le service public ou encore l'état de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s'agit de globaliser ou plus exactement d'américaniser et de subordonner les peuples aux puissants réseaux politico-bancaires pilotés par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la division permanente de l'humanité pour pouvoir mieux la contrôler. L'humanité serait tout simplement leur ennemi. C'est là, la simple réalisation d'un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que l'humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse d'exister. Les acteurs économiques financiers, les banques et les industries, et leur logique d'actionnariat, par leur politique effrénée de financiarisation, sont responsables de l'accélération d'une incapacité à comprendre le chaos social vers lequel l'humanité s'achemine. La crise économique est liée à la crise climatique et à la crise écologique. Ces changements sont les précurseurs des crises dans les structures sociales et leur mode de vie. Il n'y a pas encore vraiment de remise en cause du système de transport, des systèmes énergétiques, du système de consommation ou de surconsommation généralisée, de la publicité. Cette remise en cause est faite par des écologistes, par des mouvements collectifs, par des associations. Elle n'est pas encore réellement intériorisée par des forces politiques d'ampleur importante.
Ce n'est pas encore pris en charge par les couches des décideurs, qu'ils soient aussi bien politiques qu'économiques, c'est-à-dire une couche assez mince de gens, qui s'approprient à la fois des revenus tout à fait considérables, qui profitent du système, en vivant luxueusement et dans une prodigalité tout à fait surprenante, et en tout cas hors de propos par rapport aux enjeux qui se posent à l'heure actuelle, et qui par ailleurs tiennent les leviers du pouvoir économique, politique et médiatique pour l'essentiel, et donc empêche une véritable évolution du système, qu'on arrive à transformer ces signaux d'alarme en actions concrètes, parce que cela remettrait en cause leur système de pouvoir, et leur appropriation des revenus. Les discours restent toujours contraires aux actes et les constats de ce genre s'accompagnent toujours d'une référence à la « théorie du complot », qui permet d'évacuer les critiques beaucoup trop gênantes afin de ne pas avoir à les aborder. Les oligarques qui sont les principaux responsables de cette situation vivent en marge de la société et ne veulent rien savoir des réalités de la vie sociale des autres. Ils vivent entre eux, dans des résidences particulières. Ils ne voient le monde qu'à travers les vitres teintées de leurs voitures climatisées. Ils ne fréquentent que les halls d'aéroports. Ils se retrouvent dans des grands centres d'affaires, de grands hôtels. Ce sont ces gens-là, qui empêchent que l'on passe à l'action, qu'on essaie de résoudre des problèmes qui pour eux, sont des bêtises. Prendre en charge la crise écologique et la crise sociale, c'est remettre en cause la distribution des revenus dans les sociétés. Donc fatalement, c'est remettre en cause le fait que des milliardaires soient des milliardaires, que des gens extrêmement fortunés puissent planquer leur argent dans des paradis fiscaux. C'est la rivalité des signes et de l'ostentation. C'est-à-dire que tout individu ou tout groupe social est en rivalité de statut, il veut montrer à ses voisins qu'il vaut un peu plus qu'eux, qu'il est un peu plus qu'eux, qu'il a de plus beaux objets qu'eux. Cela se reproduit aussi entre les classes sociales, entre les groupes sociaux vont se différencier les uns par rapport aux autres, par cette capacité à l'ostentation, et cette rivalité va pousser les individus et les groupes sociaux à avoir et vouloir toujours plus, avoir ce qui est statutaire, c'est-à-dire un objet qui va avoir de la valeur non par ce qu'il accomplit, par la fonction qu'il remplit, mais par le fait que c'est un signe que nous envoyons à nos voisins, à nos rivaux, de la position sociale éminente que nous avons. Le problème qui se pose, c'est que nous ne sommes pas simplement contre l'inégalité par le sentiment d'injustice, pas seulement parce que nous sommes contre cette ostentation incroyable, mais parce que nous aspirons à une vie plus simple et plus sereine. C'est parce que cela pose un problème aujourd'hui à l'humanité. Parce que tous ces mécanismes d'inégalité sociale, qui est de plus en plus pénible, et qui pourrait conduire une partie des gens à la révolte, et à un chaos social d'une certaine manière. Les oligarques empêchent toute action collective, d'abord parce qu'ils détiennent tous les pouvoirs et surtout parce qu'ils sont cupides et avides de toujours plus de puissance, ce qui les valorise à leurs yeux, d'aveugles. Ils s'efforcent d'affaiblir les possibilités de contestation, par la diminution des libertés individuelles, du contrôle et du fichage des peuples, par des systèmes de surveillance généralisés. Un retour aux libertés doit d'abord passer par ce constat, d'une prise de conscience de leurs privations et de son diagnostic. Or, il suffirait d'un transfert financier de 2% des revenus des plus riches pour permettre aux pauvres de pouvoir vivre dignement. Une société qui chercherait plus d'égalité sociale, plus de justice, certainement irait dans le sens d'avoir plus de services collectifs, d'avoir plus de biens communs, moins d'appropriation privée, et moins de consommation individuelle. La moralité humaine actuelle reste toujours identique à celle de l'Antiquité. Le comportement humain, dans son organisation sociale, s'est même considérablement aggravé, à cause des moyens technologiques auxquels il a eu récemment accès. Une relocalisation de l'économie pourrait permettre un redéploiement de l'organisation sociale vers une chronologie des étapes. 1. Constituer le noyau des fondateurs. À l'origine est la volonté d'une ou plusieurs personnes, d'une ou plusieurs entreprises. Une poignée de personnes suffit, ce n'est pas le nombre qui compte, mais la motivation. 2. Définir les règles du jeu. Une fois le noyau constitué, clarifier comment on va fonctionner ensemble.
La propension naturelle nous pousse à nous réunir et nous lancer dans l'action, uniquement mobilisés par l'objectif de mettre en circulation une monnaie complémentaire. Si le groupe fondateur est essentiel, car c'est lui qui va définir la vision, la mission et le fonctionnement du système, comment envisage-t-il l'avenir au fur et à mesure que se développera le réseau? Est-il celui qui restera au gouvernail? Ne formera-t-il qu'un des collèges qui plus tard animeront le réseau? Quant au lancement de l'opération, elle nécessite un assez grand nombre de réunions. L'expérience a révélé que les réunions dans toutes les organisations humaines représentent un grand défi. Au lieu d'être le tremplin qu'elles devraient être, elles deviennent trop souvent un frein, devenant ennuyeuses et démotivantes quand elles ne sombrent pas dans la caricature des jeux de pouvoir. Il est essentiel de se mettre d'accord sur la façon dont les réunions doivent se tenir. 3. Définir le processus de prise de décision. Il convient vivement d'adopter un processus sociocratique, où les décisions sont l'aboutissement d'échanges conduisant au consentement de l'ensemble des participants par une levée progressive des objections. Il implique d'accepter a priori de sortir de la logique du pouvoir pyramidal. Il demande à chacun ouverture et souplesse, car tout le monde a exactement le même pouvoir. L'objectif est d'aboutir à une solution admise par tous où chacun se sente respecté. Tant que ce point de rencontre n'a pas été trouvé, c'est le signe que les membres du groupe sont accrochés à des croyances et convictions qui les empêchent encore de voir la question avec un autre regard. Chacun doit donc pouvoir envisager de modifier sa position jusqu'à trouver ce point de rencontre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de se résoudre à des compromis, mais au contraire à enrichir la proposition de base grâce aux objections qui sont faites et dont il est tenu compte. Chacun se trouve ainsi écouté, reconnu, et la décision finale devient efficace parce que chacun peut la faire sienne. 4. Définir la finalité du projet. Une monnaie complémentaire locale, oui, mais pourquoi? Quelles sont les valeurs, quels sont les objectifs à atteindre, qu'une monnaie complémentaire peut soutenir? C'est le modèle de développement et le paradigme sous-jacent, plus que la monnaie elle-même qui compte. Dans les expériences précédentes, les groupes fondateurs ont passé un long moment à définir la vision et la mission portée par cette monnaie. À vouloir brûler les étapes, pressé de voir l'expérience aboutir, le risque est grand de retrouver dans notre microcosme les travers dont nous voulons nous affranchir dans notre macrocosme. L'aboutissement de l'expérience se limite-t-il à la satisfaction de pouvoir faire ses courses avec une autre monnaie? Ou celle de voir au fil du temps s'incarner une meilleure qualité de vie au sein de la communauté interreliée avec les autres? Voilà le moment privilégié pour rêver l'utopie et imaginer comment cette monnaie peut aider son incarnation. C'est cela qui restera vivant, c'est cela qui sera l'âme de cette monnaie. La réflexion conduite doit aboutir à définir précisément la forme d'expérience monétaire qui doit être mise en service. 5. Rédiger la charte. La charte est la mémoire des deux étapes précédentes. Elle résume la raison d'être de l'action. Elle doit être simple et courte pour être facilement mémorisable, faute de quoi, aussi inspirante qu'elle soit, elle est oubliée et ne représente plus le fil conducteur de l'action. Elle fixe donc le cap, donne le sens, c'est le point de référence à partir duquel les difficultés de parcours pourront être examinées afin que l'expérience ne se perde pas dans les aléas de fonctionnement. En outre, c'est la signature de cette charte qui validera l'adhésion de la personne ou du prestataire professionnel. 6. Prendre conscience du cadre légal. Selon l'endroit où l'on se trouve, il n'est pas inutile de savoir comment l'expérience peut s'intégrer au paysage sans risquer d'être abandonnée pour cause d'illégalité, à moins bien sûr d'en faire une action délibérée de désobéissance civile. Dans tous les cas, mieux vaut savoir où on pose les pieds et prendre en considération que ce que l'on décide de faire peut avoir des conséquences sur l'ensemble du mouvement. En général, les promoteurs se sont mis en rapport avec les autorités monétaires de leur pays pour avoir confirmation de la légalité de leur action. En France, lors de la mise en place d'une monnaie complémentaire, il convient de rencontrer le trésorier payeur général et le directeur de la Banque de France.
Les monnaies complémentaires locales, MCL, sont légales à condition qu'elles circulent à l'intérieur d'un réseau identifié et limité. Le Code monétaire et financier prévoit en effet en son article L 521.3, article L 314.1, que, par exception à l'interdiction de l'article L 521A2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Si ces articles sont respectés, le directeur de la Banque de France souligne qu'il est alors inutile de demander une autorisation officielle. Ce point est intéressant, car avec l'accord de la Banque de France, les trésoriers payeurs généraux devraient donc accepter de recevoir des unités de monnaie locale pour les transports en commun, piscines, théâtres, etc. Cela devrait inciter les municipalités à entrer dans le jeu. Reste la question de savoir si elles doivent nécessairement avoir leur contrepartie en euros. Elle ne doit avoir pour seul résultat qu'une action purement citoyenne. 7. Quelle existence juridique donner au réseau? Où que l'on se trouve, cette question doit se poser. Souhaite-t-on un réseau informel ou identifié? Et dans ce dernier cas, quelle forme juridique souhaite-t-on lui donner? En France et dans la zone euro, comme la légalité prévoit que ce moyen de paiement spécifique doit circuler au sein d'une structure identifiée, alors reste à choisir la forme, collectif. Définir les statuts, l'objet cohérent avec la charte, les règles de fonctionnement, accomplir les démarches administratives appropriées pour enregistrer la structure choisie et ainsi définie. Si le choix se porte sur un collectif à but non lucratif, pensez à la constituer de façon à ce que son utilité générale soit reconnue. Il est souhaitable que chaque membre du réseau reçoive une carte d'adhésion portant sa photo et sa référence. Cela facilitera l'identification des membres lors des échanges commerciaux et évitera d'être exposé à des poursuites légales. 8. Point particulier. Comment acquiert-on de la monnaie locale? Conditions de couverture et auprès de qui? Mise en perspective avec le développement à prévoir au fil du temps. Convertibilité. Qui peut reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale? Conditions de reconversion en monnaie nationale, auprès de qui? Avec ou sans contribution financière. Mise en perspective avec le développement à prévoir au fil du temps. Gestion de la monnaie. Désignation et création de l'organe d'émission et de gestion de la monnaie locale, ce peut être le collectif lui-même, une agence bancaire locale qui accepte de jouer le jeu, une entreprise de service. Quelle que soit l'option retenue, il faut veiller à une totale transparence des opérations. Le climat de confiance est essentiel. Tout doit pouvoir être justifié sur simple demande. 9. Les critères d'affiliation des prestataires professionnels et les conventions. Accepte-t-on tout le monde sans distinction? Au contraire, est-on très sélectif afin de n'accueillir que les prestataires qui correspondent aux valeurs de la charte? Propose-t-on aux participants de s'inscrire dans une dynamique d'évolution? Libre à chacun de décider bien sûr, mais il convient de se déterminer en conscience. S'il y a dans la démarche un désir d'amélioration de la qualité de vie, est-il cohérent d'ouvrir le réseau sans exigence? De l'autre côté, fermer le réseau pour sauvegarder la pureté de l'intention ne risque-t-il pas de condamner l'expérience à l'ombre d'elle-même? Ces questions ne peuvent trouver de réponse qu'en fonction de la nature et de l'intention portée par le projet. Si nous nous fions aux actions en cours ou en préparation, elles s'inscrivent toutes dans un élan d'évolution qualitative. Mais le courant des monnaies complémentaires ne se veut pas un club élitiste, il se veut être un tremplin de transformation de la société. Aussi l'attitude prédominante consiste-t-elle à veiller à ce que les entreprises candidates soient en accord avec la finalité de l'action et précisent leur ferme intention de poser des actes pour tendre pas à pas vers cette finalité. Avoir établi au préalable une liste claire des critères requis pour entrer dans le système est un atout pour tous. Plus besoin de passer du temps à s'interroger sur la pertinence d'accueil.
Plus besoin de vivre la délicate mission consistant à refuser une demande d'adhésion. À la simple lecture des critères requis, le prestataire évalue lui-même s'il y a adéquation entre la finalité du projet et ce qu'il vise lui-même. 10. Créer une plaquette. Tract d'information simple et convivial pour permettre une compréhension facile du projet, à distribuer lors des opérations d'information pour faire connaître le réseau et le développer. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'étendre le réseau par phénomène dit bouche à oreille. C'est chaque membre qui, mieux que quiconque, a la capacité de sensibiliser son entourage. Toutefois, et chaque fois que vous le jugerez opportun, n'hésitez pas à organiser des rencontres avec la population locale pour présenter l'expérience autour d'une conférence. La mise en place d'un site web sera très opportune. Contactez la presse et la télévision régionale lorsque vous organisez une rencontre publique. 11. Comment faire vivre les valeurs de la charte? Il est courant qu'au fil du temps, la forme l'emporte sur le fond, le comment sur le pourquoi. C'est la dérive qui menace tout système. Aussi faut-il être vigilant à ne pas perdre de vue ce qui représente l'énergie vivante de l'expérience, ce qui est exprimé dans la charte. Que faire pour cela? 12. Accompagner les prestataires. Sans doute ont-ils signé une convention et ont-ils exprimé leur désir de tendre toujours plus vers la finalité éthique du réseau? Mais le quotidien et ses contraintes sont là. Il n'est certes pas question de se livrer à un contrôle sanctionnant, il est question d'être présent pour vérifier comment le prestataire vit l'expérience, ce dont il aurait besoin, ses difficultés, ses réussites, ses avancées. Une présence amicale qui par sa seule existence est un rappel à l'essentiel. Facile à dire, mais pas évident à mettre en place, car cela demande des personnes sur le terrain. Peut-on en faire l'économie? Nous en doutons, car n'oublions pas que c'est la relation humaine qui, avant toute autre chose, préside à la réussite ou à l'échec d'une action. 13. Valoriser le chemin plus que le résultat. Notre culture occidentale nous a habitués à célébrer le résultat, mais pas ce qui y a conduit. Nous sommes ici dans une expérience. Qui dit expérience dit tâtonnement, errance, échec. Échec? Peut-être peut-on considérer les choses comme telles si l'expérience patine, s'arrête. Mais, même en cas d'abandon, qu'aura-t-on appris? Et pourquoi ne pas célébrer cela? En général, nous constatons que toute difficulté au sein du groupe d'animation ou au sein du réseau dans son ensemble est a priori considérée comme un problème, un obstacle dans le bon développement de l'opération. Une clé de succès consiste à se réjouir des difficultés, sans masochisme toutefois et sans les rechercher, car loin d'être des obstacles, elles sont la seule marque d'une limite, d'une incohérence, d'une aptitude que nous n'avons pas encore développée, soit individuellement soit en groupe. Nous sommes désolés de voir parfois des groupes exploser parce que les relations deviennent trop tendues. Si notre nature profonde aspire à l'harmonie, notre culture une fois encore, associe l'harmonie au fait d'être tous d'accord. Quel piège destructeur! Dans nos milieux souvent sensibles à l'écologie, réclamant la sauvegarde de la biodiversité, comment pouvons-nous croire qu'un avenir heureux repose sur la capacité à penser tous la même chose? S'il y a bien une attitude à cultiver au cœur de nos expériences, c'est à apprendre à nous enrichir de nos difficultés et de nos différences. N'est-ce pas le défi le plus important que l'on ait à relever en ce siècle? En effet, une différence devient un obstacle et une cause de rupture si chacun reste campé sur ses positions, croyant fermement avoir raison. Mais si nous acceptons de considérer que toute difficulté n'a d'autre source que nos propres limites et notre incapacité à voir les choses autrement, à nous ouvrir, alors acceptera-t-on d'aller visiter cette limite et s'offrira-t-on le choix de pouvoir la dissoudre plus facilement? Quelle extraordinaire opportunité qui se présente là! N'y aurait-il pas manque de démocratie dans nos sociétés qui pourtant s'en réclament? La démocratie réside dans tout engagement à développer cette attitude. Il est prépondérant de savoir la construire au sein de ce microcosme choisi. 14. Participer à la mutualisation.
il est réjouissant de constater que les acteurs de monnaie complémentaire, tant au niveau national qu'international, se relient et partagent le fruit de leurs expériences, mutualisent leurs connaissances et leurs moyens. Pouvoir bénéficier des apprentissages et acquis de ceux qui ont précédé est précieux et humainement régénérant. Chacun n'a autant à donner qu'à recevoir des autres. Toutefois, il appartient à chacun de se prendre en charge. Notre culture et le capitalisme qui en est l'une des expressions valorisent la compétition et l'individualisme. Nous en touchons les limites. Mais dans un monde où chacun est focalisé du matin au soir sur ses propres affaires, aiguillonné par la nécessité de gagner sa vie dans un environnement de plus en plus rapide, concurrentiel et élitiste, il est bien difficile d'incarner ces valeurs, tant par la force du conditionnement culturel que par le manque de temps et le risque de se fragiliser. Le principe est de faire se rencontrer les membres autour d'actions concrètes destinées à progresser. Exemple de charte. L'ambition. Nous organiser pour initier une évolution de l'économie, afin qu'elle réponde aux besoins de tous les êtres humains, dans un rapport harmonieux avec leur environnement et apprendre à coopérer pour que s'épanouisse la vie. Pour cela nous veillons à utiliser la monnaie complémentaire comme un outil de mesure et d'échange économique pour fluidifier les échanges dans un esprit d'équité et d'entraide entre citoyens et entreprises. Développer collectivement des réflexions et actions visant à adopter des comportements économiques de production et de consommation plus cohérents, afin de maintenir et restaurer les équilibres naturels de la Terre et sauver l'évolution de la vie. Reconnaître que la seule vraie richesse nous est offerte gratuitement par la planète Terre, et que c'est celle-là que l'activité humaine doit valoriser, la monnaie n'étant qu'un outil collectif dont le but est d'assurer une répartition équitable de cette richesse à chaque humain. Envisager le bien-être individuel comme indissociable du bien-être collectif. Contribuer individuellement et collectivement à la construction de ce nouveau paradigme au travers des réflexions et actions menées dans le réseau et par l'esprit d'ouverture et de coopération que chacun s'efforcera de développer. Chaque personne physique ou morale adhérant au réseau agit de son mieux pour tendre vers cette ambition. Il s'agit d'apprendre à exprimer une facette humaine plus responsable et affinée en dépassant les peurs et les croyances qui nous poussent à lutter les uns contre les autres. Les dysfonctionnements, dans l'organisation de l'espèce humaine, sont caractérisés par son immoralité. Une organisation morale de la société humaine doit aussi passer par une meilleure organisation de son système économique. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché, au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après la